Qui sont ces Syro-Libanais dont tout le monde parle? D'où viennent-ils et comment ont-ils réussi à s'imposer en Haïti? Tout commence à la fin du 19e siècle lorsqu'un groupe de migrants débarque sur les côtes haïtiennes avec pour seule richesse une mallette portée sur le dos. Ils viennent de loin, ils fuient la guerre, les persécutions et cherchent une nouvelle vie. Mais en seulement quelques décennies, ces hommes et femmes partis de rien vont devenir de puissants commerçants. Une ascension fulgurante qui ne passera pas inaperçue et qui va attirer à la fois jalousie, tension et hostilité politique. Voici l'histoire des Syro-Libanais en Haïti. Avant de parler de l'histoire des Syro-Libanais en Haïti, il nous faut d'abord remonter aux sources pour savoir qui ils sont, d'où viennent-ils et comment sont-ils arrivés en Haïti. L'histoire de l'immigration arabe en Haïti remonte surtout à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Les premiers migrants arrivent vers 1890 sous le gouvernement de Florvil Hippolyte. Ce sont des chrétiens du Moyen-Orient qui fuient les massacres et les persécutions de l'Empire ottoman. Certains sont arrivés en Haïti par hasard, pensant au départ qu'ils allaient au Brésil ou aux États-Unis. Ils sont arrivés en Haïti avec pour seul bien une grosse mallette attachée à leur dos. Les Haïtiens les surnommaient boîte Nando. La plupart dormaient dans la rue et travaillaient comme vendeurs ambulants. Ces Arabes venaient du Proche-Orient, on l'a dit, d'une région qu'on appelle le Levant. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des Levantins. Le mot Levant vient du français ancien Levant qui signifie Orient, là où le soleil se lève, c'est-à-dire vers l'est. Plus précisément, beaucoup de ces Arabes qui arrivent en Haïti à cette époque-là sont originaires de l'actuel Liban, de Syrie et parfois de Palestine. Il faut savoir que la région du Levant faisait partie de l'Empire ottoman. À l'époque de ces migrations vers Haïti à la fin du 19e siècle, le Liban et la Syrie n'étaient pas encore des pays indépendants. Ils faisaient partie d'une grande région appelée Syrie ottomane. Donc, quand ces migrants arrivaient en Haïti, ils voyageaient avec des passeports ottomans. Ils étaient enregistrés comme Syriens, même s'ils étaient en réalité souvent Libanais ou Palestiniens. D'où la récurrence du terme Syro-Libanais en Haïti pour désigner ces migrants. En Haïti, le terme arabe, syrien, Syro-Libanais désigne généralement le même groupe de population. À noter qu'à l'époque, les Arabes affluent partout dans la région, au Brésil, au Mexique, en Colombie et dans la Caraïbe. D'ailleurs, le milliardaire mexicain Carlos Slim vient aussi d'une famille libanaise arrivée en Amérique à la même période. Le même phénomène existe aussi en République dominicaine voisine, où la diaspora syro-libanaise a aussi joué un rôle important dans le commerce. L'actuel président dominicain Luis Abinader est fils d'immigrés libanais arrivés dans la région pour les mêmes raisons que les Arabes haïtiens. Maintenant, comment s'est effectuée l'installation des Syro-Libanais en Haïti? Dès leur arrivée en Haïti, ces migrants arabes se mettent au travail. Ils s'installent au bord de mer, au bas de la ville, là où l'activité économique était forte. Au départ, ils gagnent leur vie surtout comme vendeurs ambulants. Ils parcourent les villes et les campagnes en vendant tissus, vêtements et petits objets. Mais avec le temps, beaucoup de ces commerçants ont ouvert des boutiques de tissus, des magasins de détail, des entreprises d'import-export. Leur succès économique rapide leur a permis de devenir une petite bourgeoisie commerciale importante dans certaines villes comme Port-au-Prince. Petit à petit, certaines familles syro-libanaises sont devenues de grands commerçants, comme par exemple les familles Andal, Accra, Nader, Bidjo, Aped, etc. Ces familles se sont surtout développées dans le commerce de gros, l'import-export, l'industrie textile et la distribution. Il faut savoir que contrairement à d'autres pays d'Amérique latine où les diasporas levantines sont très nombreuses, en Haïti la communauté reste relativement petite. Mais elle pèse beaucoup économiquement. Comment font-ils pour devenir prospères économiquement en si peu de temps? Leur modèle économique est très efficace. C'était de rudes travailleurs. Ils travaillaient en famille sans compter les heures. Et surtout, ça c'est très important, ils créent des réseaux de solidarité entre migrants. Quand un membre de la famille ouvre un petit commerce, il fait venir des cousins et des frères pour agrandir l'activité. Et quand d'autres migrants débarquent en Haïti, ils bénéficient du soutien et des prêts d'argent de ceux qui étaient déjà là pour ouvrir leur commerce à leur tour. Les commerçants syro-libanais utilisaient aussi des réseaux transnationaux pour développer leur activité.
Les familles sont parfois réparties entre plusieurs pays, Haïti, République dominicaine, Cuba et les États-Unis. Ces réseaux facilitent l'importation de marchandises, l'accès au crédit et l'expansion des entreprises. Quand par exemple le fournisseur est un cousin installé au Brésil, eh bien les choses vont plus vite et on s'entraide. Avec le temps, certains passent du commerce en détail à l'import-export et à l'industrie textile. Résultat, au XXe siècle, plusieurs familles arabes ou syro-libanais dominent en Haïti le secteur de l'importation de produits manufacturés, le textile, la distribution commerciale, etc. Et c'est là que vont aussi commencer les persécutions à leur encontre. En Haïti, certains commencent à les accuser d'avoir trop d'influence économique et d'être une menace pour les commerçants haïtiens. Justement, ces commerçants haïtiens sont en colère. Ils désignent les Levantins comme des concurrents déloyaux, des contrebandiers, des faussaires, des vendeurs malhonnêtes de produits falsifiés. Et la politique va s'en mêler. Au début du XXe siècle, plusieurs mesures sont prises pour limiter l'activité commerciale des Arabes. Dès 1903, le gouvernement de Nor-Alexis fait voter une loi, ça s'appelle loi du 13 août 1903 relative aux Syriens. Cette loi est votée par le Parlement haïtien, elle interdit l'immigration des Levantins, syro-libanais, vers Haïti et accorde environ 6 mois aux Syriens déjà installés en Haïti pour liquider leur commerce et quitter le pays. De nombreux syro-libanais seront donc expulsés. Au départ, Nor-Alexis était réticent à l'application de cette loi qu'il jugeait lui-même injuste et que certains voyaient comme un complot d'une autre élite économique qui voulait se débarrasser de ses concurrents. Et ce n'est que le 8 juin 1904 que la loi anti-syrienne est finalement promulguée à la suite de suspicions des syro-libanais d'activités de contrebande et de trafic de faux billets. Il faut savoir qu'à l'époque en Haïti, avant l'arrivée des Arabes, les grands commerçants qui tenaient le commerce du gros et détail étaient des immigrés allemands installés en Haïti. Ils voyaient comme une menace l'arrivée de ces Arabes dans un secteur dont ils avaient le monopole. Entre 1911 et 1912, sous le gouvernement de Cincinnatus Lecomte, la loi anti-syrienne adoptée sous Nor-Alexis est réactivée et appliquée de manière plus strictement. D'ailleurs, avant d'accéder à la présidence, Lecomte a promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne. Son gouvernement retire les licences commerciales des syro-libanais et leur donne quelques mois pour fermer leur entreprise. Il faut savoir que Lecomte est arrivé au pouvoir avec l'aide des Allemands. Sous son gouvernement, il y a eu tout un mouvement anti-syrien qui va de la presse aux commerçants. Les journaux se déchaînent. Quand Lecomte décide de ne pas renouveler la licence commerciale des commerçants arabes, la décision est saluée avec enthousiasme par les commerçants concurrents qui adressent des adieux moqueurs dans les journaux. Dans la nuit du 8 août 1912, le président Lecomte meurt brutalement dans l'explosion du Palais national. Certains accusent les Syriens d'avoir fomenté son assassinat. Il faut dire qu'à l'annonce de la mort du président, les Arabes célèbrent la nouvelle. Certains seront arrêtés et d'autres expulsés du pays. J'ai déjà raconté en détail dans une vidéo la mort spectaculaire du président Cincinnatus Lecomte au Palais national en 1912. Si cette histoire vous intéresse, je vous mets le lien en description. Il y a 2 points sur lesquels je dois attirer votre attention. D'abord, il ne faut pas croire que ces persécutions étaient uniquement politiques. Des hommes d'affaires, comme je l'ai dit, des hommes d'affaires concurrents faisaient pression sur le gouvernement pour éloigner ces nouveaux immigrants qui viennent prendre leur place. Ces persécutions ne venaient pas de la population haïtienne. Dans sa grande majorité, les Haïtiens s'entendaient plutôt bien avec ces nouveaux immigrés, dont certains étaient, on va dire, complètement intégrés au peuple haïtien. Certains avaient même épousé, on va dire, des Haïtiennes et avaient des enfants métis. Ceux qui étaient derrière ces persécutions, c'étaient ceux qui voyaient dans les Syriens une menace. Ce sont des commerçants souvent immigrés aussi qui ne voulaient pas se faire remplacer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun Haïtien d'origine, disons aucun Haïtien noir, on va dire qui faisait de l'import-export, qui dominait tout un secteur. Ils étaient tous des immigrés ou des étrangers. C'est ce qui est très clairement exprimé par l'écrivain Alain Turnier dans son ouvrage « Les États-Unis et le marché haïtien » paru en 1955. Il écrit « Le grand ennemi du Syrien, les vrais artisans de son malheur, étaient les hauts commerçants étrangers, car ce compétiteur menaçait leur position, leur puissance financière, leur emprise sur la vie politique du pays. » Le deuxième point sur lequel je dois attirer votre attention, c'est que toutes les familles d'origine arabe arrivées en Haïti ne sont pas devenues riches. C'est un fantasme de croire qu'ils sont tous des riches.
À partir de l'occupation américaine de 1915, un tournant va s'opérer. L'occupant américain va privilégier les commerçants arabes. En mai 1917, les Américains poussent Haïti à déclarer la guerre à l'Allemagne. Conséquence, l'État haïtien confisque les biens et les entreprises des Allemands dans le pays. En janvier 1921, plusieurs dizaines de commerçants syro-libanais adressent une lettre au secrétaire d'État américain Benbridge Colby pour féliciter les Américains d'avoir occupé le pays. Dans leur lettre, ils expriment le souhait que les Américains occupent le pays le plus longtemps possible pour leur protection bien sûr. Et cela passe mal, très mal auprès des Haïtiens qui ont vécu la violence de cette occupation dans leur chair. À partir de ce moment-là, certains voyaient les Levantins comme des traîtres ayant trahi le pays qui les a accueillis. Et pendant ce temps, les affaires continuent pour les Syro-Libanais. Maintenant qu'ils sont débarrassés de leurs ennemis historiques, à savoir les commerçants allemands, ils prennent leur revanche en occupant l'espace laissé par les Allemands. Dorénavant, le commerce import-export et le commerce du détail sont dominés par les Levantins. La loi anti-syrienne adoptée sous le gouvernement Nord-Alexis est finalement abrogée en 1926. Après le départ des Américains, le gouvernement de Sténio Vincent va tenter de réintroduire des mesures anti-syriennes, mais ce sera un échec. Le 16 octobre 1935, son gouvernement publie un décret qui interdit le commerce de détail aux Haïtiens naturalisés et aux étrangers. Le décret vise en réalité les Levantins. La loi est jugée xénophobe et démagogique par l'opposition, mais elle rentre quand même en vigueur. Cette fois-ci, les Levantins ne se laissent pas faire. Ils ont trouvé le moyen de contourner la loi et de continuer à dominer le commerce du détail. Alors comment ont-ils fait? Ils ont compris que s'ils veulent leur paix, il faut qu'ils tiennent ceux qui votent les lois et qui les font appliquer. Ils financent donc certains hommes politiques, des députés et des sénateurs pour défendre leurs intérêts. Étant donné qu'ils ont les moyens, ils estiment qu'au lieu de subir les persécutions de leurs ennemis, ils utilisent l'arme la plus efficace qu'utilisent tous les riches de ce monde: soudoyer les hommes politiques pour défendre leurs intérêts. Sous la présidence d'Élie Lescaut, les Syro-Libanais, qui étaient déjà des commerçants prospères, se constituent en une véritable oligarchie. Lescaut mène une politique très favorable aux Levantins. Le 11 janvier 1943, il prend un décret pour renforcer l'activité commerciale des Syriens. Il leur accorde le monopole de l'importation et de la distribution de certains produits. À partir de ce moment-là, les Syro-Libanais ne seront plus systématiquement les cibles des gouvernements. Ils participent à la vie politique du pays. Marc Naoum, fils d'immigrés syro-libanais, devient préfet de Port-au-Prince, l'un des premiers postes politiques occupés par les Levantins. Avec l'arrivée au pouvoir de François Duvalier, ce sera l'âge d'or des Arabes en Haïti. Duvalier va les favoriser au détriment de la bourgeoisie traditionnelle et mulâtre. Plusieurs vont occuper des postes politiques importants. Le docteur Carlo Boulos devient par exemple ministre de la Santé publique. Plus tard, sous Aristide, Robert Malval, fils d'immigrés libanais, accédera au poste de Premier ministre. On pense aussi à Antoine Izmeri, homme d'affaires et philanthrope haïtien d'origine palestinienne, qui a financé la campagne électorale de Jean-Bertrand Aristide et qui a été assassiné en 1993 pour son engagement politique. Sur le plan culturel, il y a aussi Issa El Saé, célèbre musicien haïtien également d'origine palestinienne, qui a fortement marqué la musique haïtienne. Les Syro-Libanais ont quitté le Proche-Orient avec presque rien. Ils ont traversé les océans, affronté les difficultés et trouvé leur place en Haïti. Aujourd'hui, leur histoire fait partie de l'histoire d'Haïti avec des hauts et des bas. Merci d'avoir regardé cette émission. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.